Voilà, une vidéo ce soir sur Huatua et sur Wuji. Je vais essayer de la faire courte. Elle fait partie de trois vidéos plus spécialement centrées sur ce personnage. Une donc traitera de Wuji, c'est celle de ce soir. Une autre traitera sur un commentaire qu'il a fait d'un texte de Lietze et qui éclaire la manière dont la culture chinoise envisage la genèse du présent, comment est-ce qu'elle envisage le fait que vous soyez incarné et comment vous en êtes arrivé là, à avoir une forme et, euh, et à avoir cette vie à vivre. Et donc voilà, ce sera la deuxième. Et la troisième, ça sera peut-être sur le sujet qui vous intéresse le plus, il faudra attendre un tout petit peu, c'est le jeu des 5 animaux, puisque ce Qigong lui est attribué. Alors, Huatua 110 207, 97 ans, c'est pas un chiffre complètement innocent chez un chinois, comme le 207 d'ailleurs, la date de son décès, donc 110-207 après Jésus-Christ. Euh, on dit que c'est l'inventeur de la chirurgie, c'est pas rien. Habile à l'acupuncture, habile à la pharmacopée. Il y a plein d'histoires qui l'entourent sur soit parce qu'il a prédit euh, l'évolution d'une maladie si le malade ne prenait pas certaines dispositions et le malade ne les prend pas et l'évolution va dans cette direction-là, soit parce qu'il a sauvé des gens. Euh, il était très prisé au point que Cao Cao, le grand stratège de trois royaumes, euh, euh, aurait eu recours à ses services pour diminuer ses douleurs à la tête. Roi Tuo, qui ne prenait peut-être pas cette demande avec le sérieux nécessaire, a fini par être décapité par Cao Cao parce qu'il lui manquait de respect. Voilà, grosso modo, c'était sa biographie rapido. Sauf qu'on est en Chine, donc si ça se trouve, il n'a jamais existé. Voilà. Et les Chinois, ils créent des personnages pour mieux servir le présent, pour mieux véhiculer des idées. Et aussi, quand c'est un personnage aussi lointain, ce qui lui est attribué depuis très très longtemps a pu être peaufiné et poli comme un galet par le temps. Donc les textes qui lui sont attribués, les trouvailles qui lui sont attribuées, elles ont pu évoluer. Et il y a aussi cette histoire de modestie, c'est-à-dire qu'il y a eu des grands personnages qui ont écrit des choses magnifiques. Et au lieu de se les attribuer, eh bien, Roi Tuo était le personnage mythique idéal pour endosser la paternité de certains ouvrages. Alors, en général, c'est des ouvrages où on leur trouve une connotation taoïste. Dans le mythe, Roi Tuo est un taoïste, c'est un immortel. Enfin, il est mort quand même. C'est un immortel dans la conception taoïste des choses, à savoir donc qu'il est sorti du cycle des réincarnations. Et donc c'est le père du jeu des 5 animaux. Le texte qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un texte sur Wuji. Et voilà, il est d'une profondeur extraordinaire. Donc, encore une fois, c'est attribué à Roito, mais personne ne sait qui c'est. C'est peut-être un anachorète taoïste qui était perdu sur une montagne, qui, au fil des années de la pratique, a écrit ce texte-là et qui l'a signé du nom de Roito. Alors, qu'est-ce que c'est Wuji? Alors, là, on est mal barré, parce que c'est une notion chinoise. Et je me suis dit que pour brouiller les pistes, mais aussi pour vous donner un début de mode d'emploi pour rentrer dans la culture chinoise, je me suis proposé de vous lire. Heureusement, il n'y a pas de chinois parmi vous, donc il n'y aura pas d'éclat de rire à cause de mauvaises prononciations. Mais je vais vraiment faire l'effort pour que ce soit le plus proche
de la prononciation correcte, de la façon dont un texte de cette valeur-là serait déclamé par un habitariste. Pour vous rendiez compte la richesse du terreau dont est issue la notion de wuti. C'est un texte, c'est le chapitre 1 de Lietze, et on parlera de ce texte un peu plus tard, mais néanmoins, juste là maintenant, j'aimerais vous le lire. Yo tai yi, yo tai chu, yo tai shi, yo tai su, tai yi chi wei jian qi ye, tai chu zhi qi zhi shi ye, tai shu zhi xing zhi shi ye, tai su zhi 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 shi ye. Voilà. Vous avez entendu très souvent le mot tai, tai yi, tai chu, tai shi, tai su, tai yi. Vous avez entendu des mots qui se ressemblent à la fin, vous avez entendu zhi zhi shi ye. En fait, c'est zhi 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 shi ye. Et donc, toutes ces notions qui ont trouvé mot, eh bien, elles vont développer un champ sémantique. Vous voyez aussi que quand on lit ce texte, il y a un rythme, il y a un champ sémantique, c'est-à-dire il y a une compréhension, une connaissance qui vient par la lecture du texte, par son effet incantatoire, qui fait que, à force d'approcher tous ces concepts depuis des angles différents, se dégage une connaissance qui n'est pas forcément celle qui peut être contenue par les mots. Et là, on est tout à fait dans la manière dont les Chinois vont développer des outils pour comprendre le monde, la vie. La traduction. Il y eut la mutation suprême. Il y eut l'impulsion du départ suprême. Il y eut la genèse suprême. Il y eut la simplicité suprême. Lors de la mutation suprême, on ne voyait pas le souffle. L'impulsion suprême du départ, c'est la genèse du souffle. Ici, c'est Qi qui est traduit par souffle. La genèse suprême fut le début de la forme. La simplicité suprême fut la genèse de la substance achevée. Et là, Essalé, qui a fait ces traductions magnifiquement, a traduit la substance achevée par la matière. Donc oui, quand je vais citer Roatowo, je vais essentiellement prendre des traductions de Jean-Marc Essalé, extraordinaire acupuncteur. Je ne vous montre pas le livre parce que je l'ai depuis plus de 30 ans et il m'a suivi partout dans le monde. Enfin, les livres d'Essalé m'ont suivi un peu partout dans le monde et donc ils ont mal vieilli. Et je ne suis pas fier du traitement que je leur ai fait subir, mais pour les prochaines petites conférences, je vais surtout utiliser 2 de ces livres merveilleux, Les 5 chemins du clair et de l'obscur, Les 5 chemins du clair et de l'obscur, et Shen ou l'instant créateur. C'est vraiment un des grands maîtres de l'acupuncture, j'ai envie de dire française, mais c'est vraiment quelqu'un qui a approché l'acupuncture dans sa dimension la plus authentique et traditionnelle. Voilà. Donc là, on a eu beaucoup de Thaï. On n'a pas eu Tahiti. Alors, revenons à Tahiti. Tahiti, c'est le grand fête. D'accord? C'est-à-dire, ça peut être cette poutre fêtière qui tient l'adret et l'ubac.
on va dire, dans la cosmogénèse chinoise, pas seulement taoïste, hein, c'est le moment, l'apparition de cet axe, est le moment où, depuis le chaos primordial, qu'on appelle la plupart du temps Hundun, dans ce chaos-là où tout est indiscerné, arrive tout d'un coup le discernement entre ce qu'on va pouvoir classer yin, ce qu'on va pouvoir classer yang. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui va naître là-dedans. Qui dit dynamique dit cercle, et cercle dit axe. Donc pour que cette dynamique soit en mouvement, il faut un axe. Et cet axe, c'est le tai chi. Seulement, si on se remémore Lao Tzu, quand il parle du Tao, il parle de cette roue dont le cœur est parfaitement immobile. Si vous prenez la roue de votre bicyclette, vous savez que si l'extérieur de la bicyclette tourne à 20 km, plus le rayon sera petit, plus la vitesse sera petite. Et donc, si on pousse cette réflexion à l'extrême, le centre du centre est parfaitement immobile. Et c'est cette immobilité-là qui rend possible l'extrême vitesse du tour de la roue. Ça veut dire que au cœur du tai chi, il y a quelque chose qui est absence. C'est ce qui fait dire souvent que tai chi et wu chi, c'est la même chose. Alors, wu, ça veut dire wu est non agir. C'est un néant, une absence. C'est la manière dont on traduit ça en Occident. Je me rappelle, il y a 30 ans, heureusement maintenant les gens, en tout cas les théologiens sont plus au fait des choses, mais j'avais rencontré un ami pasteur et qui avait une discussion enflammée avec moi et qui voulait me démontrer que les sagesses asiatiques s'habillent, mais dans le néant. En fait, c'est une mauvaise compréhension et c'est lié à la pauvreté de la traduction. Elle ne peut pas être autre d'ailleurs, parce qu'elle nécessite un commentaire et pas une traduction. Wu, en fait, c'est un caractère qui représente 40 gaillards qui rasent une forêt par le feu. On est dans une culture qui vient d'un peuple qui s'est sédentarisé et qui est devenu paysan. Alors, pour mes élèves qui me connaissent depuis longtemps, vous avez l'habitude de cette réflexion-là, mais quand des paysans rasent une forêt par le feu, en fait, ils restituent le plénipotentiel à la terre. C'est-à-dire que après, les graines qui vont jeter dedans vont pouvoir pousser et donc va déterminer l'usage du champ. Il va lui donner sa forme. Donc, il est plein de ce potentiel parce qu'il vient d'être rasé par le feu. Et donc, il est indéterminé. D'accord ? Donc, Wu Ji, Ji, c'est le même Ji que Tai Chi. Donc, c'est cette absence plénipotentielle d'axe. Si on pousse, encore une fois, cette réflexion de la roue de Lao Tzu jusque vers cet axe qui n'est plus axe, dont on peut douter de l'existence, et en tout cas qui n'est certainement pas mouvement, même s'il est le suprême générateur du mouvement, on peut être amené à dire que Wu Ji et Tai Chi sont la même chose. Sauf que c'est ça dépend du niveau dans lequel on rentre dans le concept que ces deux associations de sinogrammes tentent d'éveiller aux consciences. D'accord ? Parce qu'on n'est pas dans une définition. On est encore une fois dans un champ sémantique, et donc ça doit éveiller une conscience de quelque chose. C'est pas un sujet dont on peut discourir, mais c'est un sujet qu'on peut faire sien, d'accord ? Parce qu'il amène à une expérience. J'avais noté encore de petites choses, parce que, alors vous allez entendre d'autres
professeur de Qigong, vous parlez de Tai Yi, de Wu Yi, de Wu Xing, et puis tout ça, ça va se mélanger. Donc il faut être assez clair, et juste pour vous montrer que ça vaut la peine un petit peu de fouiller. Tai Yi et Tai Yi, ça n'est pas la même chose. Tai Yi, c'est le grand 1. Tai Yi, c'est la suprême mutation. Rien à voir. Wu Xing, c'est les 5 éléments, ou les 5 mouvements, je préfère. Wu Xing, c'est absence de forme. D'accord? Donc ce Wu Xing a un lien avec Wu Ti, alors que le Wu Xing, les 5 mouvements, enfin ils ont tous un rapport avec Wu Ti, parce que tout a un rapport avec Wu Ti, mais c'est pas du tout le même rapport. Ok, alors maintenant de manière très pratique, Wu Ti, donc c'est aussi cette étape, si on prend une cosmogénèse, c'est cette étape où Hundun, le chaos primordial, vous vous souvenez, on a fait des raviolis qui avaient le même nom, parce qu'ils nagent dans l'eau et leurs contours se mélangent presque à l'eau. C'est ces raviolis qui fondent dans la bouche. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hundun, donc le chaos primordial. Tout est indiscerné. Pour que ces choses se discernent, il faudra qu'il y ait une intention. Donc on va parler d'une grande intention. Une fois que cette grande intention s'est mise à l'œuvre, les choses se discernent, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont déjà, et qu'elles s'articulent et qu'elles se dynamisent pour aller vers une forme. Donc on peut aussi appeler cet état Wu Ti parce qu'il n'y a pas d'axe. Donc les choses sont déjà discernées, sont présentes, mais elles ne sont pas dans une dynamique. Il faudra attendre Tai Chi pour que tout ça trouve sa dynamique. Ok ? Et donc, si on veut parler de manière très pratique, nous, on va avoir besoin de Wu Ti pour pouvoir passer au Tai Chi. C'est la même chose. D'accord ? Une autre chose que je voudrais dire, c'est que nous avons une conception très linéaire du temps. Quand on lit les cosmogénèses taoïstes, ou chinoises, parce que le taoïsme et la Chine, et la culture chinoise est une chose qui est parfaitement mélangée. C'est très difficile de discerner les deux choses. Donc, où est-ce que j'en étais ? Je vais ouvrir une parenthèse. Quand on observe ces cosmogénèses, on peut faire un lien avec la théorie du Big Bang. Est-ce que le monde est en expansion ? En fait, il ne s'agit pas de trouver une origine temporelle. Il s'agit simplement de rendre compte de la façon dont les choses se manifestent. Maintenant, j'ai presque envie de dire que toutes ces histoires de Hundun, Tai Yi, Tai Chi, Wu Ji, etc., c'est quelque chose qui est vertical dans le sens où tout est toujours présent en même temps. Mais quand on va pratiquer le Tai Chi Chuan, on va actualiser plus un niveau qu'un autre de notre manifestation ou de notre latence ou de notre plénipotentiel. D'accord ? Parce qu'on va en avoir besoin pour générer certaines choses. On se rend capable d'utiliser ça. Donc Wu Ji, ça va être la posture de départ et à la fin du Tai Chi, on va y retourner à Wu Ti. Ok ? Certains vont parler de Wu Xing. Vous vous souvenez que ce Wu Xing, c'est aussi l'absence de forme. Il ne s'agit pas à ce moment-là des 5 mouvements, des 5 éléments, mais de l'absence de forme. Donc on peut aussi parler de cette première posture immobile, pieds joints,
ou pieds séparés mais avec répartition du poids égale, comme de Wuxi. Quand on prend la posture de l'arbre, certaines écoles appellent cette posture Wuxi. Donc ce qui va caractériser le fait qu'on est dans une posture Wuxi, c'est le fait que notre poids sera réparti sur les deux pieds. Pourquoi? Parce que quand on est avec le poids réparti sur les deux pieds, on ne peut pas générer le mouvement de manière inspirée, c'est-à-dire depuis la base. Tout ce qui vient à la manifestation, c'est-à-dire tout ce qui se manifeste vient de la terre pour aller vers le ciel. Encore une fois, c'est des considérations de paysans et de naturalistes qui voient bien que les choses se manifestent toujours du bas vers le haut. Elles se manifestent du bas vers le haut sous la pulsion du ciel. Le ciel donne l'ordre à la terre. Ok? Donc si moi je veux générer du mouvement, ben mon mouvement va devoir prendre racine dans mes jambes, dans mes pieds. Donc pour générer du mouvement, je dois créer une dynamique dans mes jambes. Et donc passer mon poids d'un côté ou de l'autre. Ok? Alors, quand on prend la posture Wuxi, on va se rappeler de notre origine et on va en prendre suffisamment conscience pour trouver là la force pour aller dans le mouvement. C'est-à-dire que on va prendre conscience du cœur immobile de notre roue pour pouvoir générer un mouvement cinétique puissant, habité, énergique. D'accord? Alors, on va arriver maintenant au texte de Huatuo. Encore une fois, ce sera une traduction. Celle-là, elle vient de Shen ou l'instant créateur. C'est un livre extraordinaire. Je vais d'abord vous la lire un petit bout en chinois pour frimer. Mais c'est surtout pour que vous compreniez comment c'est construit, que ça a une valeur incantatoire et donc qu'effectivement on cherche à comprendre quelque chose par champ sémantique et pas par définition. Hun, hun, luan, luan, huang, huang, hu, hu, yao, yao, ming, ming, qi zhong you jing, si wu han, you si, xu han shi. Donc on voit bien qu'au début, ce qu'il fait, c'est que il répète tout le temps les mêmes mots. Hun, hun, lian, lian. Ok. En fait, c'est pour renforcer la signification du mot. Sauf que quand un mot comme hun, vous vous souvenez hundun, veut dire chaotique, ça renforce ce qu'évoque le mot. Je n'ai pas envie de dire définition, vous avez remarqué, j'essaie vraiment d'enlever ça de mon répertoire. Donc, ça donne, quand on le traduit, ça donne trouble, chaotique, totalement mélangé, flou, si flou, fugitif, très lointain, obscur. En lui, il y a le principe vital. C'est comme rien et pourtant cela contient quelque chose. C'est comme vide, en fait, cela contient la plénitude. Donc, quand on lit ce texte, ça évoque bien ce qu'on a essayé de découvrir de Wuxi tout à l'heure. Ce qui est intéressant, moi j'aime bien le réciter quelquefois intérieurement. Je vais le mettre dans la page membre de notre site, de manière à ce que vous puissiez le voir. Moi j'aime bien le réciter. Quand je fais Wuxi par exemple,
pour me rappeler à ce que ça signifie. Donc quand on est dans la posture Bhuti, on va s'abîmer à l'intérieur de soi. Quand je dis abîmer, c'est par référence à l'abîme, à la profondeur. D'accord ? On se laisse couler à l'intérieur de soi. Et on prend conscience des mouvements qu'il y a. Quand on est au début de la forme, on prend conscience parce que de ce vide plein, on va trouver la force pour aller après dans la forme. À la fin de la forme, de cette conscience de ce qui habite notre intériorité, on va pouvoir observer ce qu'il y a eu comme modification dans notre structure, qu'est-ce qu'il y a encore comme mouvements qui ne sont pas terminés. On a terminé notre forme. À l'intérieur de nous, il y a encore des mouvements qui sont en train de trouver leur issue, d'accord ? Et donc, on les laisse terminer. Quelquefois, le corps peut se mettre énormément en mouvement. Moi, ça m'arrive, tout d'un coup, alors, je suis violoniste, j'ai un petit déséquilibre au niveau de la nuque, des épaules, donc souvent, je termine la forme, je suis complètement relâché, et bon, je pars dans mon travers de violoniste, et puis je laisse, comme j'ai suffisamment nourri mon énergie interne, il y a un moment donné où la structure que j'ai bien travaillée pendant la forme de Tai Chi, elle va pouvoir s'actualiser à partir de l'intérieur. Donc au bout de 3 minutes, 4 minutes, tout d'un coup, il y a mon corps qui retrouve sa verticalité sans force, tendu entre le ciel et la terre. Voilà, ça c'est par exemple, moi ce que je peux vivre à l'intérieur de cette pratique-là. Voilà, quand vous sortez de Bhuti, à la fin de votre pratique, vous allez devoir aller à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, ou bien monter dans la voiture à l'issue du cours de Tai Chi. Et donc, il ne faudrait pas que vous fassiez brûler le lait, ou l'oubliez sur le feu, ou bien que au premier croisement, vous n'ayez pas vu le feu rouge. Donc, vous ne pouvez pas aller dans la vie seulement dans l'état de Bhuti. C'est une origine à laquelle vous pouvez vous abreuver, mais il faut reprendre corps. C'est pour ça que et on frotte, et on frotte, et on frotte, et on frotte le Tantien, d'accord, pour recentrer tout ça, pas qu'on reste diffus. On peut laisser les mains un moment sur le Tantien, on observe ce qui se passe à l'intérieur. Ça aura la vertu de simplement réactualiser votre centre, ok, et vous ne resterez pas diffus quand vous allez quitter votre pratique. Voilà, j'espère que vous avez eu plaisir à écouter tout ça et que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à me poser plein de questions, à me contredire ou à montrer des incohérences dans ce que je viens de vous expliquer. Et puis, j'espère que ça va aussi vous inviter à lire les livres que je vais laisser d'ailleurs sous la vidéo en lien, comme ça vous pourrez les trouver facilement. Voilà, bonne pratique!